coucou à tout le monde et bienvenue à ceux et celles qui nous rejoignent dans cette pool party pour découvrir notre dernier intervenant. Salut Thomas. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va super. Est-ce que tu peux te présenter? Carrément. Donc comme tu l'as dit, je m'appelle Thomas. J'ai un accent du sud-ouest et je suis très fier de venir de là, du Gers, où on mange très bien. Et je suis product designer. Ouais. J'ai un parcours de graphiste à la base. J'ai étudié ça pendant 6 ans. Et après, j'ai fait beaucoup de stages qui m'ont peu à peu un petit peu amené à faire de l'UX, de l'UI. Et après, j'ai fait une formation et après, je suis rentré dans des nouvelles boîtes. Et j'ai construit un petit peu ma, j'allais dire carrière, ou en tout cas mon chemin, tu vois, professionnel, un petit peu en tâtonnant. Et voilà, aujourd'hui, je suis à mon compte et je travaille avec plein de boîtes et c'est très cool. En freelance? Je suis freelance, exactement. Ok. Ouais, tout à fait. Et donc là, ton intitulé de ton job, c'est Je suis product designer. product designer. Ouais, tout à Ok. fait. Donc en gros, si je peux expliquer rapidement, c'est un poste qui va allier le côté UX du designer, le côté UI et une troisième partie qui est business. Donc en fait, essayer de comprendre quels sont les enjeux vraiment que tu dois avoir pour faire fonctionner un produit que tu es en train de construire avec une équipe. Et il y a aussi un petit peu de management où tu es là, en fait, tu es un facilitateur dans les équipes et tu essaies que tout le monde travaille dans la bonne humeur et surtout qu'il y ait une inertie assez, une dynamique assez cool dans la team. Donc voilà, il y a vraiment 3 aspects et qui, moi, me plaisent assez également entre les 3. Donc je suis assez content de ce que je fais en ce moment. Trop Voilà. bien. Ouais, grave. Et du coup, tu viens de te mettre récemment à ton compte? Je me suis mis à mon compte dès que j'ai commencé mes études, donc waouh, je suis vieux, il y a 7 ans. Et donc je faisais ça à côté de mes études et au tout début à côté de mes tafs. Et fin 2019, j'avais envie d'autre chose, de revenir à mon compte, de pouvoir travailler avec différents clients, différents produits, parce que en fait, c'est des pratiques qui sont très génératrices. Plus tu es avec des gens différents, plus ta pratique elle devient intéressante et plus tu trouves des réponses ou des solutions en tout cas à des problématiques qu'on te pose. Et donc moi, je voulais retrouver ça. Et donc je me suis remis à mon compte en mai 2020 à 100%. Donc j'ai quitté la boîte dans laquelle j'étais, je continue à travailler avec eux. Et donc je me suis remis à 100% en freelance. Et c'est top depuis. Ouais, Trop grave. bien. Et avec le Covid, ça va? Ouais, alors c'est une question que j'ai souvent. Ouais. Je pense qu'il y a il y a 2 aspects à la réponse que je vais donner. Pour moi, ça se passe vraiment très très bien. D'une part, parce que je pense que j'avais des clients déjà auparavant. J'avais construit un petit peu, j'aime pas trop ce mot, mais mon réseau, ou en tout cas les gens avec qui je travaillais déjà depuis 6 ans. Donc je suis pas arrivé en étant freelance et en n'ayant rien, en partant de zéro. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, en fait, c'est que le Covid et le confinement a un peu remis certains usages vraiment centraux dans la vie des gens. Et c'est surtout les usages numériques. Et moi, mon métier, c'est un métier du numérique principalement. Et donc, en fait, les boîtes ont remis beaucoup d'argent sur ces pratiques-là et sur ces questionnements-là. Donc ça se passe très bien pour moi. C'est très, très cool. Ouais. Trop bien, ça fait plaisir d'entendre quand même. Ouais, je sais. Mais du coup, c'est un peu paradoxal parce que tu vois, ça a quand même été une année difficile pour tout le monde, même pour moi, d'un point de vue vraiment social. Et t'es loin de ta famille, t'es loin de tes amis, donc c'est un peu compliqué. Mais d'un point de vue business, moi, ça s'est super bien passé. Donc il y a de l'espoir. Je sais pas où est la caméra, elle est là, mais il y a de l'espoir pour tout le monde. Voilà. On va reprendre à partir genre lycée. Lycée, Ouais. donc toi, t'es l'année des filières. Ouais, tout à fait. Ouais. Oh là là, tu me mets mon âge dans la face. Non, mais c'est bien. Ouais, j'étais en éco, sciences économiques et sociales. Voilà, donc filière éco. Et en fait, pour la petite histoire, c'est que à la base, j'ai beaucoup dessiné. Mais quand je dis beaucoup, je faisais que ça tout le temps. Et en fait, j'avais un prof d'anglais, Monsieur Kugler. Je pense pas qu'il regarde, mais Monsieur Kugler, incroyable, qui était un super bon dessinateur. Et il m'avait dit, Thomas, j'ai entendu dire que tu voulais être auteur de BD. Enfin, vraiment un dessinateur et auteur de BD. Enfin, à l'époque, j'étais vraiment un furax. J'ai créé des mangas que je vendais à mes potes au collège. Enfin, je suis allé hyper loin, quoi. Vraiment. Et lui a entendu parler de ça, il m'a dit j'ai beaucoup d'amis qui sont illustrateurs et ils ont beaucoup de mal à vivre de ça. Donc c'est juste prendre ça en considération dans le choix de carrière que tu vas faire après. Et en fait, cette phrase-là, ça a eu un gros impact sur moi. Et donc j'ai cherché d'autres parcours qui pouvaient me permettre de continuer à dessiner et faire des choses comme ça. Et donc je suis tombé sur le design. Et surtout, il y avait cette partie un peu moins artiste et plus artisan, créatif, où tu tentes de trouver des solutions à des problématiques qui sont d'usage ou de business. Et ça, c'est un truc qui m'intéressait beaucoup et que j'aurais moins eu, tu vois, si j'avais une approche plus artistique. Il y a une phrase que j'entends souvent et qui me passionne, et après j'arrête de partir en digression, c'est le design, c'est une réponse, là où l'art est une proposition. Et vraiment, c'est ça qui me plaît dans le design, c'est que on n'est pas en train de créer pour créer. Donc évidemment, il y a ce côté très plaisant, surtout en UI aussi, où tu crées, tu fais du beau, et ça a du sens. Mais un designer, il est là pour apporter une réponse, une solution. On n'est pas juste là pour proposer. Et
et je sais pas pourquoi je suis venu à ça, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu et vraiment interpellé quand je me suis intéressé au design. Et en fait, après, le design est prétexte à beaucoup d'autres choses. Et il y a beaucoup de formes de L'art est là design. pour questionner, mais Aussi, ouais, exactement. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. le design trouve des solutions. Ouais, C'est comme exactement. ça. Mais ouais, c'est vrai. Ça allait mieux en fait. Je crois que je vais changer ma phrase. Et juste pour terminer, parce qu'il y a quelque chose aussi que. Parce que j'ai pas mal fait de conférences où on posait questions à des. On m'a posé plein de questions. Et il y a une question qui revient assez régulièrement, c'est est-ce qu'on a besoin d'être bon dessinateur pour être designer? Pas du tout. Faut être hyper chill par rapport à ça. On peut être. Enfin, déjà, bien savoir dessiner, je sais pas trop ce que ça veut dire. Mais en tous les cas, t'as pas besoin d'être très très fort en dessin pour être designer. Voilà. Moi, c'est par là que je suis arrivé, mais voilà. Beaucoup de designers qui dessinent pas trop. Gars Ouais, ou carrément. Les mangas plus trop, parce que ça me prenait vraiment beaucoup de temps, parce que tu crées l'histoire, tu crées les vignettes, enfin tu vois, tu vite penses à fait la dans mise la en scène. digression, ça parlait de quoi tes Waouh, mangas? ok, on va aller vers ça. Ouais. Ok, moi j'étais très fan, donc moi je suis de la culture, je suis 93, donc j'ai pris Dragon Ball en plein visage, et j'ai pris Naruto en suivant en plein visage, et j'ai pris un truc qui est plus âgé, qui s'appelle Kenshin le Vagabond, incroyable cette histoire, d'un samouraï qui avait une, qui avait une lame opposée. En gros, si tu veux, il avait le tranchant de sa lame de l'autre côté, du sable japonais classique. Bref, il y avait toute cette histoire d'un Ronin, donc un tueur qui s'était repenti et qui voulait plus tuer. Et j'étais passionné par cette histoire, je trouvais ça, le dessin était incroyable. Et je vous conseille encore une fois, Kenshin, le vagabond incroyable. Et donc moi, j'avais créé mon histoire qui s'appelait Enshi. Donc tu vois, je suis pas allé très loin, j'ai enlevé le K et le N. Et c'était toute une histoire de. Je suis fan de Tarantino aussi. Et à cette époque-là, j'ai découvert Kill Bill, donc ça m'a retourné le cerveau. Et donc il y avait toute cette histoire de vengeance, de recherche, un peu une histoire d'amour, de famille, un truc hyper complexe. Mais c'est surtout un prétexte à la baston, quoi. Voilà, à la baston. Ouais, Oh, ouais. Kill Bill aussi, hein, il y a des petites, Kill Bill des incroyable, petits on est prétextes d'accord. à la Kill baston. Bill, les gars, super. Ouais, Kill Bill à fond. Tout Tarantino, en vrai. Euh, Ah, Kill Bill à fond. Kill Bill à fond, ok. Ce sera un autre débat, ce sera un Ok, autre on débat. se mettra un petit débat Ouais, après. ouais. Et du coup, est-ce que donc toi, tu as commencé comme ça, donc Ouais, ça t'intéressait déjà de créer des histoires, carrément. et tu as retrouvé après des trucs comme ça dans ton job aujourd'hui? Ouais, carrément. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que j'ai jamais réfléchi comme ça. Et je pense que c'est vraiment ça quand tu fais de l'UX, quand tu fais de l'UI. En fait, quand il y a de l'usage, euh, tu racontes une histoire, tu dis quelque chose de ton produit. Et d'ailleurs, quand tu fais du product design, c'est quelque chose qui est vraiment prédominant, pardon. C'est que à travers ton produit, tu racontes aussi l'histoire de ta marque. Donc en fait, tu as une identité, tu as un ton rédactionnel, tu as, une typologie d'illustration que tu vas utiliser, des couleurs spécifiques, des typographies qui vont faire penser ou en tout cas qui vont donner à voir aux gens des sentiments qui sont très spécifiques. Et donc en fait, il y a vraiment une histoire que tu es en train de raconter quand tu fais du design. Et là, je te parle que du design produit au sens produit digital. Mais si tu fais du design d'espace ou du design de produit au sens marchand, je suis en train de créer un produit. Là, tu racontes encore une autre histoire et vraiment, il y a un truc hyper fort et je pense que j'avais jamais fait le lien, mais maintenant que tu m'en parles, et je pense qu'il y a un lien de filiation qui est assez net hein, dans tout ça. Et puis, ouais, c'est le rêve aussi, je pense. Tu vois, c'est le divertissement. Il y a des produits qui sont censés te faciliter la vie, mais au final, ce qui marche, c'est cet effet waouh quand je recherche, tu vois, dans un produit. Et dans une histoire, c'est la même chose. Et donc, vraiment, ouais, il y a une similarité qui est assez forte. Donc, je te remercie de soulever le point avec moi parce que Plaisir. j'avais pas. J'attendais que tu arrives pour te le dire. Ah, mais c'est sympa. Je Et me du ressens coup, un peu de. ouais, vas-y, Ouais, serre-toi en ce que tu veux. Et du coup, là, toi, tu crées tout ça ouais, pour des marques, ou est-ce que tu réponds à des demandes de marques, ou les deux? ok. Donc, alors attends, ouais, parce que j'essaie. Là, on va rentrer dans le dur. En gros, comment ça se passe? Moi, j'ai j'ai vraiment deux typologies de clients qui sont très différents. La première, c'est les clients qui vont venir me voir pour du design graphique. Donc, c'est vraiment d'où je viens. Donc, c'est assez différent du design produit. Où là, en fait, ça va souvent être des petits producteurs qui ont des projets. Je vais te donner un exemple que je montrerai tout à l'heure pendant le tuto que je vais faire, qui est le château de Taine. Donc, c'est un château, une chambre d'hôte qui est en Champagne, d'une famille que je connais bien, que j'adore, et qui donc du coup a un besoin très spécifique, c'est voilà, on n'a pas d'identité visuelle et on veut développer de la communication pour faire venir les gens chez nous. Donc voilà, donc tu rencontres leur histoire, tu vas au château, tu essaies de comprendre ce qu'ils veulent, tu as un brief détaillé. Donc voilà, ça c'est ma première typologie de clients, on crée un logo, une identité visuelle, on les accompagne sur la communication. Et donc ça c'est assez régulier, tu vois, et surtout en général c'est des clients que j'ai depuis assez longtemps. Et ensuite j'ai les clients produits. Et donc eux, en général, ils me contactent de différentes manières, sur des plateformes de freelance, sur LinkedIn, directement parce qu'ils ont entendu parler de moi par des gens avec qui j'ai déjà travaillé. Et eux, en général, ils ont une problématique qu'il faut casser, tu vois. Ou alors un produit qu'ils veulent faire évoluer. Je vais donner un exemple. Je travaille avec une boîte qui fait du tracking de colis. Et ils ont une interface qui permet
aux gens à qui ils vendent leur tracker de suivre tous leurs trackers dans le monde. Donc c'est quelque chose qui est énorme. C'est pas Colissimo pour les particuliers, c'est vraiment un peu du La Poste pour les grosses boîtes. Et en fait, eux, ils m'ont dit voilà, nos utilisateurs, nos types de personas, je pense que tu en as déjà parlé pendant cette journée, les personas avec Sandy, on a ce type d'utilisateurs, voilà leurs objectifs à chacun, et voilà ce qu'on veut créer avec notre interface. Maintenant, comment on y arrive? Et donc ça, c'est vraiment les clients produits, en général, ils viennent me voir pour ça. Comment on peut craquer ça? Tu vois, comment on peut arriver à ce que notre client X, quand il va sur son interface, il doit facilement retrouver ce type de colis, savoir dans quel lieu il est, la température du colis, son taux d'humidité. Voilà. Et donc en fait, toi, et en fait, c'est intéressant ce que tu disais encore, je vais rebondir sur ce que tu disais parce que je trouve ça vraiment très intéressant, sur l'histoire que tu racontes. Parce qu'en fait, c'est ça, on imagine l'histoire de la personne. Elle arrive sur ma plateforme, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle doit le faire, est-ce qu'on doit lui faire gagner du temps ou est-ce qu'on veut être précis? Tu vois, il y a toujours cet équilibre-là à trouver. Et donc je suis encore parti en digression, mais j'espère que j'ai répondu à ta question. En tout cas, j'ai deux grosses typologies de clients. Okay. Et là, j'ai une nouvelle typologie qui est un peu différente, c'est encore un client produit. Mais là, je fais du 5 jours sur 5 avec eux. Donc là, je suis vraiment intégré à l'équipe. C'est un projet, un long projet de 6 mois. Et où là, je vais les accompagner sur des problématiques qui sont encore un petit peu plus grosses et qui vont concerner vraiment toute la boîte. Et donc ça, c'est super intéressant. Donc j'ai commencé depuis 2 semaines. Je rencontre plein de gens différents. Il y a ça aussi dont on n'a pas parlé, le fait de rencontrer beaucoup de gens différents. Quand tu es freelance, c'est incroyable. Et donc voilà, c'est un nouveau type de client. Et donc tu es intégré dans une équipe, tu es quand même freelance, donc tu as cette flexibilité, mais tu es quand même intégré dans une équipe. Donc ça, c'est assez cool. Ça veut dire que tu fais plusieurs projets en même temps? D'habitude, ouais. Okay. D'habitude, oui. J'ai souvent 2 à 3 clients en même temps. C'est assez intéressant de faire ça parce que, en tout cas pour moi, ça te permet aussi d'avoir l'esprit un peu aéré, dans le sens où tu fais pas tout le temps la même tâche, tu travailles pas tout le temps sur le même produit. Donc tu peux vraiment diversifier et en fait tu pioches dans tous les projets et ça te sert dans tous les autres projets. Donc c'est assez cool de ce côté-là. Mais là, avec la boîte avec laquelle je suis en train de travailler aujourd'hui, c'est quand même du 5 jours sur 5. Le projet, encore une fois, est assez gros. Donc je suis 100% avec eux. Voilà, je suis 100% avec eux pour l'instant. Tu prends pas d'autres projets là quand tu es avec eux là? Ou peut-être des choses, tu vois, que je peux gérer les week-ends, mais qui ne me prendront pas. Parce que moi, il me faut des temps de respiration, comme beaucoup, je pense. Et quand tu crées, il te faut des moments de respiration pour pouvoir relâcher la pression. Tu vois, je vais dire des trucs assez bateaux, mais regarder des films, regarder des séries, aller dans des expos, voir des gens. Parce que tu as besoin de ces temps de respiration-là. Et on va parler de veille tout à l'heure pendant mon tuto. Tu as besoin de ça aussi. Ouais. Donc voilà. Et du coup, quand tu te retrouves, donc tu es en freelance, donc tu as plusieurs projets, on me dit tu en as 3 en même temps. Comment tu fais pour t'organiser? Tu es tout seul en fait? Yes, ouais. Okay. C'est dur. Moi, très honnêtement, je suis pas très fort dans ma vie perso. Mais dans ma vie pro, j'y arrive hyper bien. Comment tu fais? Déjà, je pense qu'il y a une donnée qui est importante, c'est se connaître soi dans le métier qu'on est en train de faire. Et ça vient avec l'expérience. Donc, je pense qu'il faut être chill, il faut être détendu par rapport au fait que au début, tu sais pas. Tu sais pas faire un devis. Tu sais pas combien de temps ça va te prendre. Donc, tu tâtonnes un peu. On parlait de tâtonnement tout à l'heure. Donc, voilà. Au début, tu sais pas. Au bout de quelques années, tu commences à te connaître. Tu sais. Donc, tu sais que tel type de projet va te prendre, disons, 3-4 jours. Tu vois. Et donc, tu rajoutes toujours un jour pour les aléas. Et donc, à force, tu arrives à jongler un petit peu, trouver une balance dans tout ça. Et puis le dernier point, c'est le client. C'est si le client est très pressé ou pas. Donc lui, il va te mettre des deadlines aussi et tu te cales par rapport à ça. Et non, voilà, c'est tout. J'allais mettre un 3e point qui n'a pas lieu d'être, puisque c'était mes 2 points. Ouais. Voilà. Ok. Et du coup, toi, tu fais comment pour aller... c'est toi qui démarches les clients, donc tu as dit que ça faisait quand même un petit moment que tu avais préparé, ouais, c'est ça? Je suis vieux là, ça y est. Comment ça se passe? J'ai beaucoup de chance. J'ai jamais vraiment démarché. Pour te donner un exemple très rapide, le premier client que j'ai eu, c'était une étiquette de vin. Et c'était un monsieur Van de Castel. D'ailleurs, il ne regardera pas lui non plus. Mais monsieur Van de Castel, j'ai travaillé dans les vignes chez lui quand j'étais plus jeune, quand j'avais 14 ans. Et donc ça s'est fait un peu comme ça. Il a appris que mes études, c'était du design graphique. Et donc il a dit à mon père qu'il connaissait bien, voilà, je veux faire des étiquettes. Donc en fait, tu vois, c'est très souvent le bouche à oreille. Donc ça, c'est le premier point. Et c'est surtout ce qui t'apporte les clients qui ont le plus confiance en toi, puisque c'est conseillé par quelqu'un qui connaisse en général. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier point. Souvent le bouche à oreille. Je pense que moi, 70% des projets que j'ai, 80%, c'est du bouche à oreille. Ou des amis d'amis. T'as compris le topo. Et ensuite, il y a des plateformes de freelance. Il y a par exemple Comet. Comet, c'est une plateforme qui est plutôt spécialisée pour les développeurs d'habitude, mais ils se sont ouverts à d'autres typologies de métiers, donc des designers notamment. Donc moi, je me suis connecté sur ça. T'as la crème de la crème aussi. Donc là, par contre, il faut demander l'entrée.
Moi, j'ai pas pu rentrer chez la crème de la crème parce qu'il y a eu, je fais pas partie de la crème encore. Non, mais il y a plein de problématiques et on va les appeler la crème de la crème. Euh, Ces plateformes ou pas? non, alors Ok. et je vais t'en donner une dernière qui est Malte, Ok, oui. avec laquelle j'ai eu des projets. Et par exemple, Malte, ils prennent une commission sur les contrats que tu décroches, qui est de l'ordre, je sais plus, de 10%, peut-être moins, je sais plus. En tous les cas, ils prennent un pourcentage quand c'est un nouveau client. Et si tu travailles par exemple depuis 3 mois avec le même client et que tu passes toutes tes factures par Malte, ils réduisent ça à 5%. Donc il y a plein de plateformes. Et évidemment, il y a LinkedIn, qui reste quand même une plateforme où beaucoup de gens qui te contactent. Le dernier gros projet là que je viens de commencer dont je t'ai parlé, j'ai été contacté par LinkedIn. Donc voilà, bouche à oreille, et ensuite LinkedIn et les plateformes de freelance. Ces gros Ouais. projets, ça veut dire sur combien de temps? 6 mois. 6 mois. Ouais, 6 mois, 5 jours sur 5. C'est ça qui est gros. En général, quand tu es freelance, en tout cas, ce qui m'arrive moi souvent, c'est que tu as des jours par-ci par-là, tu as des projets et tu les gères un petit peu. Et là, ce qu'ils font, eux, c'est que, évidemment, on a un projet qui est établi, une vision vers laquelle on veut aller, mais c'est plutôt des jours qui m'achètent. Tu vois, ils veulent que je sois là à 100% avec eux pour réfléchir à ça. C'est pas tant un livrable, tu vois, qu'ils attendent. Au contraire des projets où on me dit, bon, ben, dans 2 mois, il me faut un logo, tu vois. Donc tu sais que à la fin de ces 2 mois, tu auras un logo. Mais tu prends ton temps comme tu le veux. Tu vois, si tu as envie de bosser 3 jours et te garder 2 autres jours, c'est toi qui gères le truc. Là, eux, c'est un peu différent. Ils veulent que je sois intégré à l'équipe. Donc c'est une typologie de. Faut que j'arrête avec typologie. C'est un peu une manière de voir ce projet-là un petit peu différente des autres. Voilà. Tu es dans Ouais. l'équipe et Ouais. donc là, t'es parti pour 6 mois. Ouais. Et à la fin de ces 6 mois, Ben, en gros, l'idée c'est qu'à la fin de ces 6 mois, on rediscute euh, pour voir, parce que tu vois, ce type de projet, il débouche souvent sur des postes, CDI ou autre. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis très bien en freelance. Enfin, il y a une liberté, en tout cas, j'ai une liberté en ce moment qui est assez folle et que je chéris. Donc, j'ai pas envie de changer ça. Mais peut-être que dans 6 mois, ce sera le cas. Donc, pour l'instant, c'est une mission de 6 mois. On a un contrat de 6 mois ensemble qu'on peut pas dépasser. Pour l'instant, c'est établi. Et je pense qu'au bout des 6 mois, ou peut-être avant, on discutera et on verra comment ça va évoluer. Voilà. du coup, tout à l'heure, on voyait avec Sandy qu'elle, elle travaillait vraiment tout le temps avec des équipes, avec énormément Ouais. de gens et tout ça. Mhm. Et toi, tu es tout seul. Non. En fait, Ok. je viens. Ah, alors attends. Pas dans le gros projet dans lequel je suis en ce moment. Ouais, pardon, j'ai répondu trop vite, je suis trop pressé. Dans le projet où je suis en ce moment, voilà, je suis vraiment intégré dans une équipe. Je travaille avec des gens, avec d'autres designers, des product managers, des développeurs, enfin, plein de gens différents, plein de gens très sympas. Et du reste du temps, quand je suis freelance à 100% vraiment avec des clients, je bosse seul ou je bosse avec d'autres freelances. Donc je te disais tout à l'heure que je suis du Sud-Ouest, c'est quelque chose dont je suis assez fier. Je viens du Gers très précisément. Et on est plusieurs designers dans le Gers, enfin même plusieurs créatifs, et on est en train de monter un studio qu'on va appeler le studio Gers Libre, parce que ça nous fait marrer. Et par exemple, là, dans le Dans le Gers, à Gers? côté de chez mes parents, pas très loin. Ok, trop bien. Et tu vois, donc on est 2 designers, un vidéaste. Et donc on cherche d'ailleurs d'autres créatifs du Gers, donc s'il y en a qui nous regardent, n'hésitez pas à nous contacter. Et là, par exemple, avec eux, peut-être qu'on va donner mon Instagram à un moment donné ou mon mail, fait un voilà, ou ouais, carrément. Alors, attends, mon Instagram, je le connais même pas, c'est chaud. Temoranx Graphic Design. Donc, ça, c'est mon compte pro sur Instagram, n'hésitez pas. Ou temoranx@gmail.com. Ça, c'est mon mail, c'est plus facile, je pense. N'hésitez pas à nous contacter sur ça. On aura bientôt des mails Studio Gers Libre. Et donc, tu vois, par exemple, avec ce studio-là, on travaille à plusieurs sur des projets. Et après, le reste du temps, je suis tout seul. Mais en fait, je vais te dire un truc, c'est que souvent avec mes clients, j'adore le relationnel avec les clients, c'est un truc qui me passionne. Et en fait, j'ai souvent l'impression que tu es une équipe avec ton client. Tu n'es pas là juste pour bosser pour lui, tu bosses avec lui, vraiment. Donc, je me sens jamais vraiment très seul. C'est souvent une problématique que rencontrent certains freelances, tu vois, de se sentir un petit peu seul. Moi, j'ai la chance d'avoir le studio, j'ai la chance d'avoir des clients qui sont très engagés dans les projets qu'on mène. Et là, le projet que je suis en ce moment, je suis entouré d'une équipe de 200 personnes, donc je me sens pas Pas seul. mal. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Et du coup, comme toi, c'est les gens qui te contactent, comment tu Ouais. choisis les projets? Ah, c'est trop intéressant. Je suis pas arrivé au stade, si un petit peu. Je suis arrivé au stade où aujourd'hui où je peux un peu choisir mes projets, donc c'est super cool. Et moi, j'en parlais hier soir avec des amis, j'ai une boussole. En fait, j'ai une boussole mais de ma vie, pas que pour mon pro, tu vois. Après, je suis un peu un privilégié, je le sais, tu vois, mais j'ai une boussole de plaisir ou en tout cas de bonheur, tu vois, et j'essaie de prendre toutes mes décisions par rapport à ça. Il s'avère que voilà, j'ai un appart, je suis bien, tu vois, j'ai mes parents, enfin, tu vois, je suis assez safe de ce côté-là. Donc, je choisis que mes projets suivant le kiff que ça va m'apporter. Et aussi, deuxième point super important, mais qui est très lié au premier que je viens de te donner, c'est à la pertinence des réponses que je vais pouvoir apporter à mon client.
Si je sens que je vais pas être l'homme de la situation, tu vois, bon, je vais pas tout faire pour prendre un projet. C'est déjà à l'avance? Non, il m'arrivait de prendre des projets en pensant que j'étais l'homme de la situation et je l'étais pas forcément. Mais on a délivré quelque chose qui fonctionnait. Ok. Mais c'est surtout le kiff de ressentir que tu as répondu à une problématique et que tu as fait un accompagnement qui est top, tu vois, ou en tout cas qui fonctionne. Euh, et donc ça revient, c'est un cercle vertueux, ça revient au kiff, quoi, parce que là j'en prends. Et donc ouais, c'est souvent la boussole du kiff. Et après, il faut être pragmatique. Tu vois, il y a des moments, je pense, de vie où tu as besoin de plus d'argent, peut-être. Donc, tu prends des projets qui sont plus importants. Moi, tu vois, je pense que dans un an, j'aurai envie d'acheter quelque chose. Donc, je sais que je vais prendre plutôt des projets qui vont me permettre de faire des gros devis, d'avoir des gros accompagnements et donc de pouvoir me faire un capital et pouvoir l'investir. Tu vois, donc il y a ça. Mais vraiment, je mentirais si je disais pas que ma règle première, c'est vraiment le kiff, ouais. Parce que pour la petite anecdote, il y a quand même des clients avec qui ça se passe pas forcément bien. Moi, j'ai eu de la chance, ça c'est pas trop arrivé, ça arrivait quelquefois. Je pense que c'est de la faute de personne, c'est juste un feed qui marche pas. Mauvaise expérience? Ouais, j'ai eu de mauvaises expériences. Ok. Je pense que ça arrive à tous les designers. Enfin, même. Mauvaise expérience quand... Ouais, ça dépend. Je vais pas forcément te donner d'anecdotes, tu vois, parce que j'ai pas forcément envie de pointer du non, doigt. mais, Ouais. si, vas-y. Non, mais tu vois, il y a Non. une règle tout bête. Il y a une règle qu'on me donnait quand j'étais aux études, donc encore une fois, il y a longtemps, qui en fait paraît tomber sous le sens, tu vois, mais tant que t'as pas vécu le truc, tu t'en rends pas compte. Il nous disait toujours, vous ne travaillez pas tant que vous avez pas signé un devis. Tu vois, ça semble assez logique. Vous ne travaillez pas tant que t'as pas de promesse de. Voilà. Et moi, il m'est arrivé une fois de pas faire signer mon devis, de travailler avec quelqu'un que je connaissais très bien. Et en fait, quand j'ai envoyé ma facture, quand le projet était fini, qu'il était très content que j'avais passé du temps, mais il n'a pas voulu payer parce que ça lui paraissait beaucoup trop important. Et donc la faute, elle est à qui? Elle est évidemment à moi. Enfin, en tout cas, à celui qui n'a pas fait de devis. C'est ta responsabilité. Et donc du coup, ça, pour moi, c'est une mauvaise expérience. C'est un échec. Mais l'échec, c'est génial. Parce que du coup, je n'ai plus jamais travaillé sans faire signer de devis. Et ça, c'est quelque chose qu'il fallait que j'apprenne en faisant, tu vois, en me trompant. Donc ça, c'est le premier point. Et après, deuxième mauvaise expérience qui est moins cool pour le coup, c'est quelqu'un qui a signé un devis et ne veut pas payer. Parce qu'il estime que le travail que tu as fait, il aurait pu le faire. Voilà. Après, je peux comprendre ce cheminement de pensée, mais le dialogue est important. Et avec cette personne, le dialogue n'était pas possible. Et c'était vraiment, parce que j'étais pas seul, j'étais avec mon pote Camille qui fait partie du studio Gers Libre. On était tous les deux et moi il m'a payé ma partie et il a pas payé la partie de mon collègue Camille. Et c'est moi qui ai apporté le projet en plus. Donc tu vois, il y a cette notion de viens Camille, je t'embarque avec moi, on fait ce premier projet tous les deux. Et on signe un devis, on est trop content. On le rencontre en vrai, client. Mon pote Camille est dans le Gers, il est venu à Paris pour rencontrer le client. On a beaucoup discuté. Enfin, tu vois, il y a vraiment un lien qui s'est créé. Et au final, il a dit à mon pote Camille, voilà, ce que tu m'as produit, j'aurais pu le faire, je vais pas te payer. Et nous, on a essayé de comprendre, tu vois. Mais viens, on en parle. Et si tu veux, on change la taille du devis, on adapte. Enfin, viens, on en parle, tu vois. Et c'était porte fermée. Donc ça, c'est une deuxième mauvaise expérience. Et la troisième, c'est des clients qui sont pas agréables, qui te prennent de haut, qui te voient comme voilà, quelqu'un qui produit juste. Fine, tu vois. Je pense qu'on a tous nos périodes et on a tous des caractères différents. Je pense qu'il faut, encore, j'enfonce beaucoup de portes ouvertes, mais il y a un truc, il y a beaucoup de notions qui semblent très basiques, mais quand j'essaie d'être un peu introspectif en ce moment, il y a vraiment des choses où c'est pas toi qu'on juge, tu vois, dans la relation de travail. C'est pas toi en tant que personne. Et en tant que designer, tes productions, c'est les productions qu'on juge, c'est pas toi. Pourquoi je te parle de ça? L'ego, c'est important, je pense, pour faire des grandes choses, ou en tout cas des grandes choses dans ce que toi tu veux faire de ta vie. Mais ton ego, ça doit pas être quelque chose qui te fasse mal, tu vois. Ça doit être un moteur, ça doit être quelque chose qui t'aide. Et donc ouais, ces mauvaises expériences pour moi aujourd'hui, je pense, me permettent d'avoir des clients géniaux. Enfin, j'ai des clients en ce moment, notamment Axel et Guillaume. Quand c'est les colis dont je te parlais tout à l'heure, on se marre, quoi. Donc évidemment, on est sérieux parce que c'est des réunions et qu'on avance sur des projets, mais on se marre de ouf quand on discute, quoi. Et c'est trop agréable parce que tu es là, il y a cette relation de confiance, elle est hyper bien. Et elle est bien dans les deux sens, tu vois. Avec le studio Gers Libre, justement, on a travaillé avec eux dans un second temps. On a commencé un projet et en fait, on répondait pas bien à leurs demandes. Et un autre client aurait peut-être rien dit
Et du coup, aurait dit bon, ok, on finit le projet, merci. Et en fait, il n'était pas satisfait. Et comme on avait cette relation de confiance, eux nous ont dit ben, on est embêtés, on n'est pas satisfait, c'est pas ça qu'on voulait, tu vois. Mais parce qu'on a créé cette relation de confiance, ils ont pu le dire. Donc il y a aussi le rôle du designer de toujours être capable de réussir à installer cette relation de confiance parce que finalement elle est bénéfique pour tous les Quand deux. on dit, mais en fait, ça va pas du tout ce que vous avez fait. J'adore, c'est trop Ok. bien parce que c'est encore une fois, enfin, j'adore, peut-être un peu caricatural, mais non, mais j'avoue que j'aime beaucoup me tromper parce que, parce que je me dis, ok, donc il y a dans notre communication quelque chose qui n'a pas fonctionné. Donc si là je le solutionne pour ce client, ça va me servir pour tout, pour partout. Et même, ça va au-delà du cadre professionnel. Il y a plein d'éléments que j'ai appris dans le design qui, moi, me servent dans ma vie perso aujourd'hui, dans les relations que j'ai avec les gens. Donc, donc moi, j'adore. J'adore qu'on me dise, je crois qu'on a, t'as pas pigé ce qu'on voulait. Et donc, comprendre le pourquoi, tu vois. Souvent, le design UX, ou en tout cas le design solutionnel, tu vois, on va dire, c'est une boule, tu vois, de laine. Et en fait, tu tires, et au fur et à mesure que tu tires, en fait, tout le cheminement, pardon, je suis allé loin du micro, tout le cheminement, il est clair, tu vois. Et il y a ce truc-là de, tu réponds pas à notre demande. Ok, pourquoi? Donc là, tu commences déjà à tirer. Ok, mais peut-être qu'on n'a pas assez parlé. Peut-être qu'on était un peu dans le feu de l'action, en mode, bon, on a besoin de ça pour dans 3 jours. Oui, mais en fait, si on parle pas, dans 3 jours, on aura produit des choses, mais qui répondront pas à votre besoin. Donc au final, on a perdu, en croyant gagner du temps, pardon, on en a perdu. Euh, donc je pense que moi j'adore qu'on me contredise et j'adore débattre et je pense que c'est la base de ce métier-là, vraiment du design. Et je pense que c'est la base de ma life aussi à terme, quoi. Le mec est philosophe. Et est-ce que dans tes formations ou à l'école et tout ça, on t'apprend à gérer tout le côté administratif, faire des devis, tout ça? Super intéressant comme question, encore une fois. Il y a un truc qui m'a vraiment marqué, notamment au lycée, je vais répondre à ta question. Tu sais, il y a souvent ce truc de S et de écho. Les S, un peu, c'est les portes ouvertes à tout. Et les échos, bon, c'est un truc un peu entre deux. Et, nous, on nous a parlé d'impôts, tu vois, typiquement, quand on était en écho. Et quand on a eu notre première fiche d'impôt, du coup, nous, on savait ce que c'était, tu vois. Et les S ne savaient pas. Pourquoi je te dis ça? C'est que les formations, pour moi, parfois ont de la distance avec la vérité du travail que tu vas effectuer, du poste que tu vas avoir. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir des études, notamment en design, qui nous apprenaient ça. Comment tu fais un devis? Chez qui tu te déclares? L'URSSAF, la maison des artistes. C'est quoi le régime social que tu vas utiliser? Enfin, tu vois, toutes ces choses-là, on les a appris en cours. Après, c'est trop léger pour être direct dans le bain, mais on a appris ça en cours. Ouais. Bah, trop bien, c'est trop intéressant. Et on va passer aux questions. Ouais, j'ai Ça beaucoup va? parlé. Hein. Non, c'est Mais cool. tu m'as posé des punchlines, des bonnes questions. Et ben, il y en a d'autres à mon avis. Ok. Il y a Mata sur YouTube. Salut Salut Mata. Mata. Quelle est la différence entre web designer et UI designer? Est-ce le même métier? Alors, ça peut l'être. Quand on parle de web design, c'est un design qui est spécifique au développement web, par définition. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui va à la fois designer un site internet, donc faire l'intégration, c'est-à-dire faire que le site fonctionne, et aussi la partie UI en général. Donc en fait, le web design peut être intégré dans la UI, mais attends, c'est ça que je veux dire? Non, le web design peut être intégré dans la UI, mais la UI c'est beaucoup plus large que ça. La UI ça concerne tous les produits digitaux que tu utilises, que ce soit un site internet, une application ou autre. Voilà. Trop bien. Merci Mata pour ta J'espère que question. j'ai répondu à ta question. Martin. Il y a Philippine sur Twitch. Quels sont les outils que tu utilises au quotidien? Yes. Alors, je suis désolé, Philippine, je vais répondre un petit peu en mangeant mon bonbon. J'utilise plusieurs outils. Le premier, c'est Notion, qui n'est pas un outil qui est spécialisé dans le design. C'est un outil qui va te permettre c'est un super outil, dans le sens super gros, qui te permet en fait de centraliser des informations sur ce que tu fais. Donc par exemple, moi j'ai toute ma compta sur mon Notion, donc je me crée des tableaux avec ma compta. Je me crée mes to-do list, donc de tous les jours, qu'est-ce que je dois faire. J'ai créé mon site internet avec. Donc c'est vraiment un outil qui m'a permis de centraliser beaucoup de données. Il est gratuit, c'est un outil qui est incroyable, vraiment. Il peut être un peu effrayant parce qu'il paraît compliqué, il ne l'est pas du tout. Donc Notion, hyper important. Et ensuite, j'utilise énormément Figma. Je pense que peut-être des gens t'en ont déjà parlé aujourd'hui. Outil collaboratif où tu peux travailler à plusieurs. Et il y a vraiment une émulation autour de ce produit-là. Donc c'est un outil vraiment de design pour faire des interfaces. Et il y a vraiment une émulation autour de cet outil. Du coup, il y a plein de mecs qui créent, enfin des mecs, des nanas, enfin des gens,
qui crée des plugins. Et donc, tu peux faire des trucs incroyables sur Figma. Donc, Figma et Notion. Et après, toute la suite Adobe, Illustrator, InDesign, Photoshop. Avant. Vous connaissez, les gars. Trop bien. Lucas, salut Lucas. Est-ce qu'il y a Salut, Lucas. beaucoup de débouchés? Ça, c'est une question qui revient beaucoup. Ah, est-ce qu'il y a beaucoup de débouchés? Alors, déjà, dans quoi? J'adore ce mot. De débouchés? Débouchés? Moi, ça me fait penser au verre, et donc ça me met dans une humeur enchantée. Mais en tous les cas, Lucas, c'est ça. Yes. Je vais parler pour ma formation de designer. Donc moi, j'ai fait vraiment une formation de graphic design, spécialisée print en plus à la base. Donc tous les métiers imprimés. Donc j'étais pas du tout dans le produit à la base. Il y a des débouchés, carrément. Je pense qu'après il faut être prêt à bouger. Je sais pas où tu te trouves, Lucas, mais en tout cas moi j'étais dans le Gers. C'est compliqué de commencer, je pense, par le Gers notamment, mais j'y reviens assez régulièrement, donc j'adore. Mais il y a des débouchés. Je pense qu'il y a une notion qui est importante à garder en tête, et c'est le type de métier qui te permet ça aussi, c'est garder de la flexibilité sur tes pratiques. Et si tu as une flexibilité assez importante sur tes pratiques, il y a des débouchés, carrément. Si tu es travailleur, Lucas, il y a des débouchés graves. Est-ce que vous êtes beaucoup sur le marché, tu sais un peu Ouais, tu on dirais est pas. beaucoup sur le marché, Ouais, oui. ok. Ça se démocratise beaucoup. Je pense que moi, quand j'ai commencé, par exemple, c'est horrible. Quand j'ai commencé ma formation, mes études supérieures, il n'y avait pas trop du X, du Y, de formation dédiée à ça. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Donc, on est de plus en plus nombreux. Mais si tu regardes aujourd'hui les posts qui sont les plus tagués sur LinkedIn et les plus demandés, il y a UX dans les premiers. Et tout post confondu. Hein. C'est pas juste dans le design, c'est tout post confondu. Donc, c'est vraiment des formations qui te permettent d'avoir des débouchés assez importantes. Ouais. Aujourd'hui, il y a des formations, tu les connais? Tu veux dire, oui, il y a plein d'écoles, l'école des mines par exemple à Paris. Et après, il y a encore un dernier point, et j'adore parce que tu me fais rebondir sur des choses qui m'intéressent beaucoup. La formation, au-delà des études, est hyper importante et hyper accessible aujourd'hui. Moi, j'ai fait des formations à Paris. T'en as plein qui se créent sous forme de start-up, un petit peu studio, tu vois, qui t'intègrent et qui te font monter en compétence sur des problématiques spécifiques. Et puis il y a Internet. Enfin, tu vois, aujourd'hui, tu apprends énormément de choses. Si tu as vraiment envie, bah, y a énormément de data. Voilà, faut pas hésiter. Vraiment. Faut pas hésiter. Trop bien. Il y a Julien sur Twitch. Est-il facile Julien. et rapide de trouver un emploi en tant qu'UI junior et combien de temps je peux espérer trouver un emploi en sortant d'études? Waouh, c'est super précis. Il y a plusieurs questions dans la question. Donc on va essayer de scinder ça. Combien de temps avant de trouver un poste? Je pense que c'est pas difficile. Encore une fois, si tu es prêt, si tu es flexible, si tu es prêt à bouger, je sais pas où tu te trouves aussi toi, mais il y a, si tu es dans le Gers, par exemple, on va pas la refaire, mais si tu es dans le Gers, je suis relou, mais j'adore le Gers. Non, je pense que c'est facile à trouver. Enfin, j'aime pas ce mot facile. Il y a des débouchés, effectivement. Tu peux trouver. Il y a des postes de UI qui sont ouverts. Il y a beaucoup de UI qui sont nécessaires en plus aujourd'hui. La conjoncture fait que aujourd'hui on a beaucoup besoin de produits digitaux et il y a de l'argent qui est mis par les boîtes, par les gouvernements dans ça. Donc il y a des débouchés. Après, je suis pas Madame Irma, donc je peux pas te dire au bout de combien de temps. Mais en règle générale, moi, quand j'ai fini mes études, j'ai mis 3 mois à trouver un travail et c'est la moyenne en France. Ok. Voilà. Donc j'ai Ok. cette petite info. Ouais, Mais carrément. encore une fois, c'était il y a 4 ans. Donc Vraiment. ça peut être changé Ok. depuis. Mais voilà. Il y a Linda sur Twitch. Salut Linda. Salut Linda. Dois-je vraiment maîtriser le dessin pour me lancer en UI? Moi, je dirais qu'on y a un peu répondu. On y a un peu répondu. On peut répondre une deuxième fois? Fais-toi kiffer, Linda. Franchement, c'est dommage, j'ai pas les refs qu'on fait, enfin les dessins qu'on fait quand on fait des interfaces. Bah, ça ressemble à rien. Hein. Chill. Tant qu'en fait ton idée elle est comprise, il y aura un carré là, ce sera un bouton, un CTA, enfin un bouton qui me va aller vers cette page. Tout va bien, tout est chill. Et puis surtout, si tu as envie d'apprendre, ça s'apprend. Il y a Johan sur Twitch. Est-ce que j'ai besoin Salut, de Johan. d'abord passer par l'UI pour pouvoir faire de l'UX par la suite? Absolument pas du tout. Tu peux tout à fait être juste un UX. D'ailleurs, je vais pas dire juste, tu peux être UX. Tu peux être UI. Tu peux être product designer, qui est les deux avec la troisième verticale dont on a parlé. T'es obligé de rien. Et d'ailleurs, il y a des gens qui font que de l'UX et qui sont très 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 forts à ça. Il y a Sandy qui est passé juste avant. Sandy, très costaud quand même. Il y a des gens qui font que de l'UI. Après, souvent, t'es quand même curieux d'aller un peu plus loin. Donc, bon, voilà. Véronique, toujours coucou Véronique. Ma mère s'appelle Véronique. Véronique, j'espère que c'est pas toi qui pose cette question. Et pourquoi pas? Ce serait génial. Si c'est toi, maman, c'est très stylé. Sur YouTube. Quels sont les revenus moyens en début de carrière? Donc on parle argent, si je comprends bien. Non, c'est une notion super importante. Je suis désolé, je suis un peu fatigué, j'arrête mes blagues. Non, l'argent c'est important, on en a parlé tout à l'heure. Alors, je vais répondre déjà par dire que ça dépend de la ville où tu te trouves. Et je ne vais pas parler de mon département. Mais si tu te trouves à Paris, il y a des fourchettes de base, puisque le loyer est cher, la vie est chère. Donc voilà.
Moi, quand j'ai commencé, donc c'était un petit moment maintenant, j'ai commencé à combien? 29 000, je pense. Quelque chose comme ça. Par an brut, évidemment. 29 000, donc c'est un peu moins de 2 000 euros net par mois. Et après, ça évolue suivant ta carrière, tes formations, les projets que tu prends. Mais tu peux commencer à avoir un salaire qui est très convenable et que tu peux bien vivre à Paris. Merci beaucoup, en tout cas. Ça nous a fait kiffer, c'est trop cool. Eh bien, merci, c'était très cool. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à soutenir cette association en likant ou en cliquant sur le lien dans la description. Salut!